Amis judokas passionnés de judo, bienvenue sur Mondo Judo. Durant les différents épisodes de ce podcast, nous irons à la rencontre des acteurs et personnalités qui font le judo d'aujourd'hui. Athlètes au parcours atypique, champions, éducateurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres, bref, nous vous ferons découvrir comment ils se sont construits à travers leur pratique du judo, mais pas que. Ils nous raconteront leurs moments de vie parfois merveilleux, mais aussi difficiles. De souvenirs en anecdotes, bonne écoute à tous. Notre invité d'aujourd'hui vit et respire judo depuis son enfance en Haute-Marne, plus particulièrement du côté de Saint-Dizier. Vous avez deviné ? Et non, ce n'est pas Chloé ni Axel, mais bien Arthur Clerget, troisième du nom, que nous recevons dans Mondo Judo. De parents tous deux professeurs de judo, c'est tout naturellement qu'Arthur suit ses aînés sur les tapis du club familial au judo club de Marnaval, sous la tutelle de son père Francis. C'est là-bas qu'il apprend le judo sous sa forme la plus traditionnelle et qu'il se fera des amis pour la vie. Très attaché à son club, il décide tout de même de poursuivre l'aventure au Pôle France de Strasbourg. L'envie de compétition devient de plus en plus présente. Quelques années plus tard, il rejoindra l'INSEP. Là, les choses se corsent. La charge d'entraînement et l'intensité n'est plus la même. Malgré de bons résultats, la hanche couine. Il en faudra plus pour notre bragard pour baisser les bras. Après de belles années au haut niveau, où il gagnera plusieurs titres de champion de France première division, en individuel et en équipe, il décide de raccrocher le kimono et de se tourner naturellement vers la transmission. Il endosse la casquette d'entraîneur et devient même consultant auprès d'Asmanian, top 10 mondial en moins de 70 kg. En parallèle de ça, il entame un cursus de psychomotricien un peu par hasard et s'y retrouve complètement. Sa pédagogie un peu différente, sa vision du judo et l'amour qu'il a pour son art, c'est tout de suite dans cet épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mondo Judo. Alors vous l'aurez certainement remarqué, c'est pas la même voix que d'habitude, mais rassurez-vous, Alex est toujours parmi nous. Donc je serai un peu la pièce rapportée qui finalement se rapportera aux épisodes suivants. Juste une petite précision, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est là pour échanger avec Arthur Clerget. Arthur, merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation et surtout merci de nous recevoir chez toi dans ce petit dojo. Bah écoute, merci. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et puis merci Alexis, merci Louis. On va voir ce qu'on peut se dire. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire de ce petit dojo dans lequel on est. Écoute, confinement oblige. Tiens, vu le judo, regarde, j'étais après au mois de mai, après le confinement, je vois quelqu'un qui s'installe dans la résidence où je suis. Et puis finalement, il s'avère que c'est un judoka, et puis on s'entraîne un petit peu ensemble. Et puis on va faire ce qu'on peut, parce qu'en ce moment l'entraînement, on fait ce qu'on peut, en termes de Kurenshu, tout ça, et puis on s'entraîne ensemble de fil en aiguille. Et je lui fais part que j'ai besoin d'un endroit pour pratiquer, etc. Je cherchais des dojos. Puis finalement, son débarras ici, au fond de sa cour, il était libre. Et on l'a aménagé, donc on a rénové un petit peu, mis des tapis, fait un beau petit sol. Et aujourd'hui, ça fait un beau lieu pour un laboratoire. Comme tu as dit Alexis, en rentrant ici, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est là où je viens tout simplement et pratiquer pour moi, pour m'entretenir, créer mes exercices. Voir un petit peu ce que je peux faire évoluer. Cette période, elle est propice à la réflexion, à la créativité. C'est un temps où on ralentit un peu. Et ici, j'ai la chance de pouvoir avoir cette sensation de pied sur le tatami. Voilà. Ouais, donc pour les gens qui nous écoutent, ça fait vraiment petit dojo. Il y a une petite plante, il y a des tatamis, il y a des petites décorations japonaises au mur. Ouais, ça fait un peu laboratoire d'expérimentation pour toi. Ouais, voilà, t'as tout dit. On a besoin de se reconstituer des espaces où on se sent bien. Et moi, j'ai grandi dans des dojos, donc du coup, à un moment donné, je mets en place les éléments pour que je me sente bien, parce que le judo ça fait partie de moi, quoi. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est bien cool et merci de nous recevoir pour aujourd'hui. On va démarrer tranquillement, mais peut-être déjà par le début. Ta rencontre avec le judo, comment elle se fait pourquoi le judo, pourquoi pas autre chose C'est une histoire de famille chez les Clerget. Raconte-nous un peu. Moi j'ai pas été chercher le judo, il est venu en moi tout simplement. Pour remettre dans le contexte, mes deux parents sont profs de judo. Mon père, Francis, ma mère Agnès, ils sont profs de judo, ils se sont rencontrés déjà dans le judo, dans un club en Haute-Marne, à Nogent. Qui a fêté ses 70 ans il n'y a pas longtemps. Donc déjà la rencontre entre eux était déjà dans le judo, donc je suis tombé dedans petit, classique expression.
Et puis voilà, donc du coup, tu vois tes parents, tu vois ton frère, ta soeur, pratiquer, ben, ça devient naturel et tu as envie, tu attends que ça. Puis à 2 ans et demi, 3 ans, je sais qu'on a été un peu précoce. Je crois qu'on est la première génération. Mon père a ouvert le baby judo en 96, on devait avoir entre 3 et 4 ans. On était les premiers à avoir foulé les tatamis à ce petit âge. Voilà, donc déjà, faire comme les grands et puis aller au dojo, parce que c'était mon deuxième lieu de vie, quoi. Voilà. Ouais, on a tendance à l'oublier, mais on connaît bien ton grand frère qui est un peu plus sur le devant des projecteurs en ce moment, mais tu as aussi une sœur Ouais. qui a fait de la compète aussi. Ouais, Chloé, pareil, doit être troisième dan, comme nous trois. Enfin, non, mon frère, il est un peu plus maintenant. Elle a eu son parcours aussi de judoka, d'athlète aussi. Elle était en sport-études, à Poitiers, Strasbourg, en équipe de France cadette. Et ouais, toute une histoire de famille, on était tous dedans, quoi. Voilà. Et justement, en parlant de parcours, est-ce qu'on peut rebondir sur le tien? Est-ce que tu peux nous présenter, enfin nous on te connaît un peu plus, mais présenter à ceux qui nous écoutent un peu brièvement ton parcours, le cursus que tu as emprunté et peut-être les résultats marquants. Ouais, alors peut-être de parler de mes débuts du judo. Donc, je te dis une histoire de famille à 4 ans. Le judo donc, à Marnaval, donc au club de mon père, à Saint-Dizier dans l'Est. Euh, Avec les copains, t'as 4 ans. Voilà, je dirais que de 4 à 10 ans, j'ai une vue très copain, très. Voilà, on va avec les copains au judo, on croise les plus grands, on croise mon frère, on croise tout le monde. C'est vraiment le judo associatif. Et j'y tiens parce que, on verra un peu plus tard peut-être, mais c'est ce sentiment je trouve, qui est essentiel. C'est je rentre dans le dojo, il y a un état d'esprit, mais surtout une camaraderie en fait. Il y a ça moi qui m'a marqué et que j'espère essayer d'entretenir. Et, euh, et en fait, ben, toutes ces années à l'école du judo, quoi, on fait judo pour s'amuser, pour se chiffonner, se faire tomber. On apprend bien sûr. Moi, je sais que voilà, à l'école de mon père, il y avait une certaine exigence sur la forme de corps, il y a tous ces cycles pédagogiques. Voilà, mais on est quand même dans l'innocence, quoi, jusqu'à 10 ans. Puis arrive la compétition. On arrive la compétition où, vers, je dirais, les 8 9 ans, on fait les petits interclubs et on commence à mettre un peu du sens à la médaille, à la récompense, à tout ça. Je pense qui est intéressant, mais qui peut être vicieux, on verra un peu plus tard, je pense. Et puis tout simplement, ben, de Benjamin à. Enfin, moi, mes plus belles années, j'ai l'impression que c'est de Benjamin à cadet, où c'est le groupe de copains, où on va quand même presque à l'école, à l'école, au collège, puis au lycée ensemble, puis on se retrouve le soir, et puis c'est le judo, et puis c'est le prépa physique, et puis arrive la compète en cadet, et puis les compètes par équipe, et tout ce groupe finalement qui te donne un cadre et un cadre affectif, social, tout ce que tu veux, au-delà du collège et du lycée. Et ça, enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je suis complètement engagé et j'adore les combats par équipe parce que ça reste l'idée d'équipe et de camaraderie. Et ça, moi, j'ai été profondément marqué par un groupe qui sont mes meilleurs amis, qui sont restés mes meilleurs amis. Et voilà, donc ces années de Benjamin Minime Cadet, on avait une classe départementale qui s'est appelée école technique. Où à la sortie du collège, on avait judo, voilà, on finissait à 16h30, on avait judo à 17h. Et donc voilà, toujours cette idée de le judo était une grosse partie de ma vie. Puis sur le plan technique, pédagogique, forcément, hein, des formes de corps que tu travailles tous les soirs. Après, ça donne des grosses bases pour être créatif, voire performant plus tard. Ouais. Donc voilà, ça c'est les super souvenirs du club de Marnaval. Et voilà. Ensuite, tu as envie de gagner. En plus, il y a quand même un frère et ma soeur qui tirent devant, qui montrent que la compétition c'est intéressant, ils sont bons. Mon père, entraîneur, tu vois bien. Donc tu dis, je vais aller en sport-études, je veux m'engager un peu plus, voir vivre de ça et réaliser mes rêves. Et les rêves de champion, ils arrivent vers là, je pense. Mm. De champion du monde. Tu fantasmes beaucoup, je me rappelle dans la chambre, c'était beaucoup de posters forcément de Inoue, de Dani Fernandez, je dirais Fred de Monf, Darbeux, tous ces plus anciens là, qui te marquent. Ça te fait des rôles modèles, quoi, des gens que tu fantasmes, que tu regardes, que tu veux un peu imiter. Voilà, tu pars en sport-études, quoi. Tu as envie d'être bon et faire comme eux. Et donc direction Strasbourg, parce que c'était ce que faisait mon père avec ses élèves
comme mon frère avait fait, ma soeur aussi, et Pôle France. Pôle France a du coup 17 ans, en première, ouais, c'est ça. Et bah, c'est parti là, quoi. Parcours aménagé, puis là, ton engagement, là, il monte d'un cran et tu as envie de casser la baraque et d'être champion du monde. Déjà champion du monde junior, et voilà. Est-ce que aussi cette histoire de pôle, bah, d'un côté, est-ce que tu y retrouves pas un peu aussi ton ambiance que tu as en club? Puisque quand tu es au pôle, au final, c'est les meilleures années, quoi. C'est l'internat, c'est un peu l'insouciance, c'est pousser un petit peu plus aussi ta pratique, puisque tu vas passer à des entraînements quotidiens, voire bi-quotidiens, mais tout en restant dans une sorte de... bah voilà, les potes qu'on a eu en pôle, enfin, pour moi, peut-être pour toi Louis, Ouais, on les a carrément. toujours aujourd'hui, quoi. Ah ouais. Même si on a tous pris un peu des chemins différents parfois, bah, tu restes t'es jeune, quoi. T'es jeune, t'es dans le truc, t'es à fond, et puis... Non? Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi? Voilà. Bah, déjà, tu continues, c'est ça, comme tu dis, la camaraderie, quoi. Enfin, voilà, t'es en internat, t'es avec les copains, tu vas en cours, t'as la récré avec les copains, le midi, le soir, enfin, tu fais tout ensemble, quoi. C'est intéressant, c'est génial. L'effet groupe, là, il est super. Je pense il est aussi utile pour s'entraîner vers le haut. Il est utile sur le plan affectif, tout ça, c'est génial, c'est ce qu'on dit. Et puis, pour créer son identité aussi, hein, c'est quand même assez anormal de s'engager autant dans des parcours à cet âge-là, où tu es dans ton identité de petit homme qui se construit là. Bah, tu es avec des semblables toute la journée, ça a ses avantages, ses intérêts, mais ouais, tu te tires vers le haut, il y a des liens qui se créent à cet âge-là qui sont super forts, comme tu dis, moi c'est encore mes super potes. Ouais, le pôle, c'est des super années, quoi. C'est une jeunesse. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a un engagement, des sacrifices, etc. Moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça, parce que j'avais mon intention claire. De mon projet de vie était quand même déjà là-dedans, mais des amitiés que j'ai. Oui, c'est pas les mêmes temps que le lycéen, le soir, qui va peut-être au kebab, qui va faire des découvertes de soi-même dans les soirées, dans les trucs comme ça, que nous, on peut pas trop s'autoriser, parce que on a un projet de vie, mais on a aussi des relations, enfin franchement, avec nos potes et nos semblables du pôle, qui sont très bonnes. Donc ça m'embête un peu d'entendre des sacrifices finalement, en plus surtout que on nous met les conditions, limite on nous en fait un peu trop. On est quand même porté beaucoup. Voilà, j'entends souvent ça, les sacrifices à cet âge-là, etc. Ouais, c'est aussi très fun, hein. T'es pas payé, mais t'as quand même des conditions matérielles où on te loge, on te nourrit, on t'organise ton temps, t'as des aménagements de scolarité. À l'eau la terre, quoi, c'est trop cool. Pour faire sa passion, magnifique. Puis les départs en compète, tu payes rien, tu vas en stage, enfin, Ah oui. c'est énorme, quoi. À Puis, nos âges, là, on découvre la vie pro et son coût, etc. Là, c'est dingue quand même. Et là, pour le coup, vu de la France, pour bouger un petit peu dans d'autres pays, c'est pas ça, en fait. Donc, il faut avoir un peu de gratitude envers ça, quoi. Genre, c'est des structures qui sont coûteuses et qui sont mises en place, quoi. Donc c'est cool, quoi. Franchement, moi, ces années-là, elles sont magnifiques, quoi. Franchement, les années pôle. Et du coup, après ça, direction Paris, direction l'INSEP, après tes années Ouais, école. les années juniors, donc au pôle à Strasbourg. Donc, le bac, priorité au bac, ça c'est cool, hein, je tiens. En tout cas, c'était les valeurs dans ce pôle, c'était priorité aux études. On pouvait nous retirer des entraînements si on n'était pas engagé et assez bon sur les cours. Les choses des valeurs que je retrouvais de l'école technique, là, dans le club de mon père, où il y avait un système de pénalité, de Shido, si tu avais des problèmes de comportement à l'école, ou des mauvaises notes, et où 3 Shido, tu étais soit exclu, soit on te retirait des entraînements, quoi. Ok. Donc voilà, ce double projet important, j'y passe. Donc oui, des résultats en junior, des bons résultats en junior, plus le bac en poche, bah, on poursuit, quoi, on Ouais, avance. carrément. Et puis le chemin un peu plus, c'est classique, oui, si tu veux avancer dans ces rêves-là, INSEP, quoi. INSEP à 19 ans, 2011. pour faire un petit point, c'est quoi tes résultats du coup, en sortie de pôle à Strasbourg? J'ai
pas mal cartonné la dernière année junior, donc champion de France junior. En international, j'ai un peu tout gagné, les tournois, donc voilà, les Coupes d'Europe, etc. Et puis aux championnats d'Europe, je me loupe au passage pour pas mal de raisons, une mauvaise gestion peut-être du stress, de l'anxiété, mais des régimes aussi surtout. Je faisais pas mal de bêtises à ce moment-là. Et je me récupère sur les championnats du monde à faire cinquième. Donc cinquième au championnat du monde junior. Voilà. C'est déjà une belle saison. Ouais, c'était un peu dur quand même. C'est C'était dur. très dur parce que je connaissais mon niveau, j'avais un peu tout cassé, Ouais, ouais. je voulais faire tout quoi. Voilà, un petit peu devant moi, deux générations au-dessus, c'était Hugo, le grand. Mm. Forcément, tu vois qu'il avait tout gagné, je sentais le potentiel technique. Je me compare pas à lui, hein, mais ça te fait un rôle modèle, quoi. J'en Bien parlais sûr. tout à l'heure. Tu te dis, bah, vas-y, je peux le faire, et puis tu vois que dans les tournois ça marche. Et ça marche pas parce que, pour pas mal de raisons. 10 ans après, là, je peux me dire, il y avait peut-être trop justement d'anxiété, de stress mal géré dans ces moments-là. Quand tu es numéro 1, que tu gagnes tout et que le jour de la compète, il faut être bon. Euh, voilà, donc ça s'était pas si bien passé. Voilà. Ouais, vu comme ça. Et du coup, maintenant qu'on est sur l'INSEP, est-ce que tu arrives à retrouver un peu cette idée de camaraderie dont tu parlais avant ou comment ça se passe ensuite? Hélas, Les non. entraînements, hélas, non. Hélas, non, mais oui. C'est-à-dire, peut-être, peut-être pas sur le cadre que posent les entraîneurs nationaux, etc. Je pense qu'ils s'y perdent avec un besoin, ou tout le monde s'y perd avec un besoin de résultat. C'est un peu mon regard et mon propos peut-être ici. C'est la culture du résultat vient un peu nous sortir un peu peut-être parfois nous déshumaniser, hein, je ne mâche pas mes mots. Mais on le retrouve quand même avec les collègues, les potes, hein, vous ou les potes du club. Ça, c'est essentiel. Parce que déjà que c'est dur et c'est stressant comme projet, Clair. si on ne vient pas faire un peu les cons et blaguer et retrouver ce cercle social dont on a besoin, ben c'est aussi pour ça que sont importants les clubs, quoi. Bien sûr. Les clubs parisiens, ils sont là pour ça, pour retrouver et recultiver cet esprit club qui peut se perdre, notamment aujourd'hui dans cette professionnalisation où la pression monte, il y a plus ou moins de moyens, la culture du résultat est de plus en plus forte. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir et déconner et se reconnaître dans nos qualités humaines, de camaraderie, de fraternité et tout. Et ça, c'est les poteaux du club pour moi. Ça, c'est ceux qu'on choisit en tout cas. En tout cas, moi, j'ai choisi le club de Sucy en arrivant à Paris parce que je sentais qu'il y avait un semblable avec ce que j'avais eu à Marnaval, quoi. Un esprit, pas mal d'équipes, de ce qu'on a vécu ensemble, quoi. Bien sûr. Du coup, pareil, la INSEP, ça avance, les entraînements se passent bien, les résultats suivent aussi, mais des pépins physiques peut-être qui commencent à arriver. Ouais, bah Tu direct. vas nous en parler, ouais. Ouais, tout de suite, on arrive à l'INSEP la première année en 2011-2012, en sortant des années juniors. Et j'avais déjà des gènes en fait. J'avais déjà des gènes à la hanche. Donc tu t'écoutes pas plus, parce que, encore une fois, il y a peut-être une culture à pas trop écouter les signaux du corps. Et ça, c'est un message que j'ai envie de porter quand même. On s'écoute pas forcément. C'est pas bien vu de se plaindre. C'est surtout pas bien vu de montrer que tu as des douleurs. C'est pas bien vu de montrer que t'en chies dans les entraînements. C'est pas bien vu les aveux de faiblesse, surtout pas, quoi. Mhm. Et ça, je pense que c'est la recette pour se louper. Et on va voir dans les blessures que j'ai eues. Je pense que si j'avais eu un meilleure expression de mes symptômes ou un meilleur diagnostic plus tôt, peut-être on n'en serait pas arrivé là. On refait pas le passé. Mais en gros, oui, j'ai mal à la hanche pour en arriver à des essais de douleur où je galère à marcher, etc. On fait en sorte de regarder ce qu'il y a. Puis finalement, il y a une arthrose juvénile, une arthrose assez jeune. Donc j'ai une première opération à la hanche pour une vis à 20 ans. Mhm. On m'avait indiqué que peut-être j'aurais de l'arthrose assez jeune, et puis c'est tout, quoi. Moi, j'avais juste envie de repartir dans mon projet, donc le plus vite possible, sans trop m'écouter, quoi. Fallait pas régresser, fallait pas trop s'écouter. Donc oui, bah mets-moi une vis si je peux repartir le plus vite possible, comme la Formule 1 qui a à peine le temps de s'arrêter. Elle a la jambe qui est pétée, mais elle va changer le pneu, tu vois. Elle change le pneu, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai changé le pneu, donc j'ai mis une vis à la hanche pour limiter les dégâts. Je suis reparti un peu vite, quoi. Je suis reparti un peu vite sans prendre en considération, bon, bah, c'est quoi ces signaux-là, comment je peux les gérer. Donc là, je suis reparti comme en 40. T'es jeune, t'as envie de montrer que tu vas être fort, que tu vas assumer cette charge d'entraînement, que l'INSEP
a la solution et la recette pour créer des champions. Donc tu prends les volumes et la méthode qu'on te donne et du coup tu t'entraînes et tu t'écoutes pas ton corps. Enfin, tu apprends à pas trop l'écouter finalement. Ouais, et puis c'est marrant ce que tu dis parce que, enfin, marrant, c'est plutôt intéressant parce que Loïc, quand on a fait le podcast avec lui, il a sensiblement la même chose. Il arrive de Nice où, bah voilà, certes, les entraînements sont hyper qualitatifs et bon, il y a quand même de l'intensité, etc. Et il arrive à Paris, sorti des années juniors, et pareil, il se pète. Il se pète au début et en fait, bah, un peu comme tu dis, t'es un peu dans l'insouciance du truc parce que bah forcément, ça doit marcher parce que tu es à l'INSEP et il y a des gens qui mettent beaucoup d'espoir sur toi. Puis il y a aussi ça un petit peu, enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais ressenti, c'est que bah, t'as pas trop le droit de te plaindre comme tu dis parce que tu es à l'INSEP, tu es à la place que beaucoup de gens voudraient avoir. Et en fait, quand ça commence un petit peu à dysfonctionner, t'hésites un peu à te dire peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas bien orienté, peut-être que t'hésites à en parler parce que tu te dis moi j'ai pas trop le droit en fait de Surtout me que t'es un plaindre. gamin. Ouais, T'es un gamin et tu te dis, bah, c'est un temple. Enfin, tu t'affirmes pas. Déjà en tant qu'homme, c'est compliqué. Enfin, tu peux mettre toute une vie à affirmer tes besoins et ce que ouais, tes besoins. Bah, alors là, on est des gamins, t'imagines. Et Loïc, champion du monde, hein. Mm. Et nous, là, t'arrives, t'es pas médaillé, t'as l'impression que t'as pas de tableau de chasse, t'as rien à dire et que t'as à la fermer. Donc forcément, tu fais le droit, quoi. Et je pense que c'est la bonne recette pour déjà se dégoûter sur le plan de la motivation, parce que se perdre un peu sur le plan de l'identité, de sa créativité, et peut-être de se blesser, parce que finalement, s'il n'y a pas motive, il n'y a pas une énergie, il n'y a pas un élan. S'il n'y a pas individualisation voilà, dans les besoins techniques, dans les besoins corporels, mentaux, mais à un moment donné, tu deviens un numéro, ça devient un peu de l'abattage. Et donc du coup, forcément, ton seuil de vigilance et ta motivation ne sont pas au top à chaque entraînement. Donc au vu de l'engagement, de la dureté, la difficulté du combat, physiologiquement, mentalement, bah, ça pète vite, hein. Il suffit que ton attention, moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, l'attention et ses mécanismes, sur la concentration, ça dépend comment on voit les choses. Si tu n'es pas présent instant après instant, voilà, il y a plein de facteurs qui vont dégrader ton attention et ta motive, donc la blessure, c'est qu'une répercussion. c'est pas anodin, hein. Une vis à 20 ans dans la hanche, Alors c'est pas après, rien quand même, hein. ouais, c'est pas rien, mais après, faut pas non plus tout analyser et tout. Je veux dire, ça se trouve, c'est aussi, je le sais, c'est aussi congénital. Tu vois, faut aussi remettre dans le contexte, mais il y a des facteurs qui favorisent la dégradation plus rapide. Quand ça tire, quand les tissus sont endommagés, donc le cartilage ou d'autres tissus, la capsule articulaire, les tendons, etc., et qu'on t'apprend à pas les écouter et pas à faire en sorte de changer quelque chose dans ton écosystème, dans ton entraînement, forcément, sous pression, tôt ou tard, le corps il va avoir raison. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est sûr que je ne referai pas les données génétiques que j'ai, mais j'aurais pu peut-être faire différemment. Voilà. Et pour aller un peu plus loin et moins se faire mal en fait. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour se faire mal quoi en fait. Et tout simplement, on peut s'entraîner en s'écoutant un peu plus quoi. Hmm. Et avec cette vis, tu continues à t'entraîner, du coup, ça te soulage un petit peu Ouais, pendant un pendant une paire moment. d'années, ouais. Des résultats, peut-être aussi des compètes, T'es lancé. des voyages marquants, des trucs. Ouais, J'avance quand même. Du coup, je suis lancé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, bah voilà, tu dois aller montrer ta valeur, faire tes armes. Un an, donc après l'opération, un an de blessure et de non-judo, hein, pour reprendre. Là, je fais un premier podium un peu précoce, donc en 2013, vice-champion de France. Et puis, bah, tu dis, bah, ouais, bah, en fait, je peux prendre le train là. Mhm. Je pense que là, avec du recul, il y a aussi griller les étapes qui m'a coûté. Tu as envie d'aller trop vite, tu as envie de tout de suite faire. En plus, on te met un grand chelem. Tu as envie de montrer vite ta valeur et vite, quoi, un peu trop vite. Parce que finalement, tu es un bébé. On a un sport en maturité lente. Donc, tu te fais éclater au grand chelem de Bercy. Je pense que voilà, il y a moyen de faire des étapes pour gagner en confiance, en plaisir, en progression. Voilà. Donc voilà, toutes ces années 2013 à 2016, pas mal de Coupes d'Europe, de victoires, de médailles. J'ai un peu du mal à passer le cap voilà, des Coupes du Monde Grand Prix. Il y a aussi une belle concurrence dans la catégorie.
c'est aussi ça qui fait que l'anxiété de faut vite se démarquer, il faut aller un peu trop vite, c'est parce que il y a une belle concurrence. Voilà, on avait quand même Hugo Legrand, Pierre Duprat, Flo Urani, Guillaume Chen, Joe Alardon. Ça fait une paire de médailles européens mondiaux. Voilà, donc du coup, ça fait une belle concurrence qui est stimulante au quotidien. Mais tu t'oublies peut-être dans cette concurrence. Hein, tu t'oublies dans ta progression et tu te compares vite, donc tu veux t'agiter, montrer. Et donc, tu t'écoutes pas forcément. Parce qu'il faut pas régresser, il faut se montrer toujours en progression, etc. Donc tu écoutes encore moins ton corps, alors qu'avec du recul, j'avais mal. Tu vois mon coloc Hugo Fonghetti, qui se fout de moi maintenant et qui me disait comment je marchais, comment je mettais les chaussettes et tout. Ça pour dire qu'en 2016, je me réveille avec oh putain, j'arrive plus à m'entraîner comme il faut quand même. Ouais. Là, les charges d'entraînement, je les assume plus. On est obligé de mettre des récup, tu passes plus de temps en kiné que sur le tapis. Tu commences à te poser des vraies questions. Et un jour, février 2016, mon entraîneur, le lendemain du Tour de Paris, je fais 2 tours, voilà. Et il me dit, mais là, il faut qu'on fasse le point, parce que finalement, là, ton épaule et ta hanche, tu vas pas aller loin, quoi. Là, c'est direction Tokyo 2020 à l'époque. Là, il faut vraiment faire un travail de fond, aller regarder ce qui se passe. Ouais, si tu veux, bon, on a du temps, ok, je ferai pas les jeux, je suis plus en cours depuis un moment, on va voir ce qui se passe. Et en faisant un peu des vrais examens, sachant que tu es dans le déni finalement, parce que ça fait un moment que j'aurais dû peut-être les faire, bah, tu découvres une arthrose stade 4, donc j'ai plus de la brome, donc la partie qui accueille ton fémur, ta jambe, donc ma hanche elle est capoute quoi, à l'imagerie. Et en termes de symptômes, ouais, j'avais vraiment beaucoup mal. Ce qui est un symptôme que beaucoup connaissent à 50-60 quoi. Et t'as 24 ans. Et t'es au cœur de ta carrière, voire t'es au cœur. À 24 ans, tu commences à. Je pense, faut pas se donner des grandes règles, parce qu'aujourd'hui, la maturité plus tôt, etc. Mais tu te dis, tout est devant moi, j'ai assimilé pas mal de données techniques, physiques, mentales, tu commences à avoir une petite expérience, tu te dis, j'ai envie de prouver ma valeur, tout ça. En fait, ton corps dit stop, stop, point barre. Marcher est compliqué. Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Et puis, à cette époque, en fait, à l'INSEP, il y a 2-3 athlètes qui venaient de se faire opérer, d'une prothèse de hanche. Et en fait, ça a été la solution. J'ai été tergiversé, est-ce que je mets une prothèse? C'est des choix un peu compliqués quand même à 24 ans. C'est pas rien, c'est pas anodin. Bien sûr. En plus, tu rigolais à l'époque, tu me disais je vais pouvoir parler prothèse de hanche avec mon papa. Ouais. Mais à 24 ans, c'est vrai que c'est. Bah là, on est au cœur pas évident à aborder. Tu sais, t'es tellement dans ce projet, c'est tellement ton identité qui est en jeu, sans faire de psycho de comptoir, mais c'est tellement un peu ta raison d'être que. Puis tout à l'heure, je t'ai dit, hein, t'écoutes pas les signaux faibles du corps, mais surtout tu es capable de dire bah, quoi qu'il en coûte, donne-moi le moindre outil technologique pour que j'arrive à mes fins, quoi. Bien sûr. Et tu n'as pas cette capacité, ce recul de mesurer est-ce que ce projet me va encore, est-ce que mon corps ne me donne pas des limites, maintenant il faut peut-être faire la révision, voir ce qui est possible, est-ce que je pars pas sur autre chose, j'y réfléchis pas plus, je mets une prothèse finalement, tu vois. Donc c'est quand même, voilà, ça se passe bien. T'as tout ton... Je me souviens parce que on se voit 2-3 jours avant que tu t'ailles mettre ta prothèse, si je me souviens bien. On se voit et bon, on fait une petite soirée en plein été avant de te faire opérer, je me souviens. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote-là? Parce que ce qui est assez marrant, c'est que on est 2 jours avant l'opération de la hanche, je crois, avant de te faire mettre ta prothèse pour le coup. Et est-ce que tu peux nous expliquer? Bah non, je faisais du yoga, du taïso, un bar. Oui. Fallait se détendre avant l'opération. Voilà, quelque part. C'est normal. Non, mais je crois savoir où tu arrives. Non, mais oui, clairement, tu te dis, m'en fous, dans 2 jours, on me tape dessus avec un marteau, on me désosse la jambe. Je repars. Là, t'es en mode, t'exclus complètement le doute. Tu dis, ça va marcher, vaut mieux pas, hein, parce que quand après t'apprends comment ça s'est passé, tout ça, enfin bref. Et tu te blindes de confiance. Et en fait, j'avais forcément mal. Mais je me dis, regarde, et là, je monte des grands écarts, des trucs où je m'en fous. Et si j'inflamme, je m'en fous, dans 2 jours, je passe à autre chose.
c'est aussi des défenses, hein, c'est une Bien façon sûr. d'en rigoler au mieux. quoi. Oui, et puis peut-être aussi un peu d'exclure ce qui t'attend lundi sur la Ouais, table vraiment. d'opération. Hein. Bah, l'humour, c'est la meilleure des parades, hein, Oui. c'est clair, hein, tu fais le con. Mais là, c'est vrai que tu te regardes, tu fais putain, bon, bah voilà, j'ai 24 ans, j'ai l'opération de ma grand-mère. Après, ce qui me rassure, c'est que je t'ai vu il y a pas longtemps le refaire et je vois que la prothèse tient et ça, c'est très rassurant quand même. Il a fait du bon boulot, le chien. C'est ça. Ouais. Alors, tout ça, c'est jusqu'ici, tout va bien. Parce que finalement, Ouais. tu te dis voilà, on est reparti pour un tour. Et c'est le tour qui va pas. Parce que finalement, 3 mois de belle rééducation, réathlétisation, tout ça. Retour sur les tapis. Et là, tu vois tous les. Comme un peu le syndrome que Loïc a décrit, tous les regards se changent d'un coup, quoi. C'est que tu pouvais être porteur d'espoir dans la catégorie ou dans le projet, pour l'équipe de France s'il faut. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais tu vois les regards qui changent d'un coup. C'est plus une personne. Ah ouais. T'as une bah oui. prothèse, ça peut plus fonctionner. Bah oui, c'est au revoir, Ouais. merci, fin de Dommage. carrière, à plus tard. Là, tu fais le tri entre ce qui compte effectivement, ce qui. En fait, ça vient tout de suite contraster si tu es un numéro pour une sélection. Tu veux vite voir. Enfin, vu que c'est un signal fort de bah non, il est foutu, bah, tu sens dans la relation ce qui change. Voilà. Donc, et c'est cool parce que finalement tu fais le tri. Et pas sur le coup de moment. Tu te sens bon, bah, je vais devoir prouver un truc, je vais devoir. Ce qui est peut-être pas forcément positif, c'était un bon stress à l'époque en tout cas. Tu génères une grosse énergie pour montrer que Messi, il y a une taekwondoïste qui l'a fait, il y a un lutteur qui l'a fait, je serai peut-être le premier judoka à le faire, à reprendre. Le très haut niveau avec une prothèse, les spécialistes disent que c'est possible, allons-y. Et puis bah voilà, quelques mois d'entraînement, enfin pas tant que ça, et t'as une patate de dingue, et en même temps, forcément, en un an, tu te mets quand même déjà en question sur ta façon de t'entraîner, sur ta façon de voir la perf, sur tout ça. Et puis on fait une compète, c'était visé en 2017, je me rappelle, et puis dis-moi pas que ça gagne avec des sensations assez bonnes, avec tu te dis, oh putain, en fait je suis là, je suis bon, et puis t'enchaînes. Donc c'était un beau palier, c'était un petit palier sympa. Aux 2 mois d'entraînement, tu gagnes une petite Coupe d'Europe. Et en fait, ce qui va pas là où le bas blesse, c'est que je commence à avoir des douleurs de l'autre côté. Ouais, l'autre hanche qui tire. Et ouais. Et je me rappelle, c'était stage du Tour de Paris février 2017. Je fais des bons combats avec des bons judokas de très bon niveau et t'es content et tu te vois, tu te dis putain, bon, ben 2020, je suis champion olympique. Bah ouais, vraiment, je me disais Ouais, ça. carrément. C'est mon Olympiade, la concurrence est belle, je suis mature, je vais en avant. Et ça, c'est ce que tu te dis. Mais ce que tu ressens, c'est pas la même. C'est que j'arrive chez moi, je sors du scooter, je peux pas poser le pied, je dors pas la nuit, rebelote. Et donc là, voilà, l'autre côté, aïe, direct. Alors que jamais de ma vie, j'avais eu mal, enfin bref. Donc les symptômes reprennent, tout ça. Et là, c'était la gifle, quoi. Là, tu te dis, oh non, rebelote. De prothèse. Ouais. Tu poses la question. Et c'est là où souvent on me dit, bah, pourquoi t'es pas foncé avec la même dynamique? Ouais, mais là, tu commences à te remettre en question parce que c'était pas peut-être le même niveau d'intensité. C'est surtout que tu te dis, waouh. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire finalement avec mon corps pour le reste de ma vie, tout ça. Là, j'ai des questions beaucoup plus foncières qui arrivent. Bien sûr. Et là, ça fait mal. Tu te dis, merde, attends, quel est ce projet par rapport à mon projet de vie? Et à ce moment-là, la hanche opérée, plus de douleur. Ouais. Enfin, ça va quoi. Ouais, ça pour tous ceux peut-être qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a tout doucement en bouche-oreille qui viennent. Il y a une belle science de la prothèse de hanche, et je sais que c'est une pathologie commune chez les combattants, parce qu'à cause des rotations assez intenses et le poids de corps de l'autre. Bref, l'arthrose de hanche, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Les luxations, tout ça, c'est une très belle science. Il y a des techniques qui ont changé. Je ne dis pas allons tous se faire opérer, non pas du tout. Mais quand la décision est prise selon un mode de réflexion, si on doit se faire opérer, c'est une réussite totale. Enfin, c'est cool. Moi, ça m'a changé la vie. Après, je ne sais pas demain ce qu'il en sera de cette prothèse, mais oui, ça a très bien marché. Et je félicite tous les staffs médicaux. C'est une pathologie très très connue. Hein. Donc ouais, c'est bien béton ce truc. Ouais, ça marche. Ok. Voilà. En gros, tu me disais. Tu parlais de ton autre hanche du coup qui commençait sérieusement à couiner. Et tu te dis bon,
Ah, il y a peut-être un. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon corps? Qu'est-ce que. Ouais, et Tu là, te poses bah, des questions, quoi. ouais, mais là, des questions aussi profondes de, bah non, mais ça suit pas en fait. Enfin, je connais l'intensité attendue pour avoir les résultats que j'espérais. Je connais le point d'arrivée, mais le moyen, ça va être compliqué. Alors tu t'essaies de te convaincre à dire, bon, bah, je sors du système, je m'entraîne pas comme tout le monde, je vais devoir adapter complètement. Tu trouves tes stratégies, tu te renseignes, tu te mets vraiment en énergie pour essayer de trouver des solutions et maintenir un peu ses rêves, etc. Puis à un moment donné, en fait, tu dis, non, laisse tomber, c'est mort. Mhm. C'est mort. Enfin, en fait, c'est surtout, justement, étant donné que toute la première partie de ma carrière, j'avais pas écouté les signaux faibles, et que du corps, notamment avec plein de techniques, hein, de conscience corporelle, de méditation, de choses où tu apprends à gérer un peu plus les signaux du corps, là, ils deviennent encore plus forts. Donc, tu as une sensibilité à la douleur et tu te remets beaucoup plus en question, en fait. Et tu te remets beaucoup plus à dire, attends, est-ce que je vais continuer dans ce masochisme? Et tu te dis non, et là d'un seul coup ça pique, tu te dis ouais, j'ai passé tout ça, j'en suis plus là, hein, j'en suis oui, ça a été une grosse épreuve, parce que d'un seul coup c'est pas moi qui ai choisi l'arrêt, en fait, ça peut être le côté un peu plus dur, mais c'est un moyen d'avoir fait une forme d'introspection, comme beaucoup de blessures, beaucoup de petits pets jusqu'à des grands pecs, pour se dire je veux pas faire pareil la prochaine fois, quoi. Donc j'ai pas fait pareil de la droite à la gauche, des deux jambes, quoi, tout simplement. Voilà. Donc j'arrête ma carrière là-dessus, quoi, sur une blessure. Et on est en Donc là, c'était 2017. 2017. Après, j'ai recommencé un Tu petit peu continues, pour, ouais, voilà, tu pour les restes un photos. combattant, tu continues, voilà, à Oui, vouloir te bagarrer en équipe avec les copains. c'est ça, parce que Mais voilà, on voilà, retombe ça sur t'anime justement aussi, quand l'essentiel, même. je pense. Voilà. Et voilà, et c'est là où c'est beau, parce que tu retombes sur les essentiels. Je parlais de camaraderie et tout, tu as quand même le club qui t'accompagne, les copains qui restent, etc., heureusement. Et voilà, tu as investi autant d'années pour avoir un petit niveau, bah autant continuer, et puis surfer sur les acquis. Mais tu sais, je me suis jamais menti, c'est arrêté, quoi. C'est vrai que ça a été un peu paradoxal, parce que je pointais encore le bout de mon nez pour les équipes, mais c'était parce que peut-être soit ça me correspondait, soit surtout parce que je pouvais m'entraîner à ma sauce Mm. pour kiffer, pour être avec les potes, pour garantir mon niveau, mais c'est pas le niveau et l'engagement pour être champion Voilà. du monde, champion olympique, enfin, tu vois bien. Garantir un niveau première div par équipe, c'est pas la même. Et c'est cool, franchement, ça c'était mortel ces années-là. Là. Voilà, je mets longtemps avant de me dire, oh, viens, on va voir si je continue encore un petit coup. On s'entraîne, et puis finalement en 2018, mon plus beau souvenir de carrière, je pense, la victoire avec Sucy, quoi. Ouais, les France par équipe. France par équipe, en 2018, avec une équipe de copains. Limite ce qu'on avait reconstruit, enfin il y avait tous les éléments de Sucy, mais il y avait quand même une affection assez forte avec mon ref, avec tous les autres du club, mais on avait retrouvé quand même un noyau, quand même quelque chose qu'on avait construit avec Mathias Boucher, Mhm. Axel, on avait déjà fait avec Marnaval à un moment, on avait commencé à chatouiller les grandes équipes avec une équipe du club, avec des potes avec qui on a commencé le judo tout petit, quoi. Ouais, c'est- Et c'était cool de retrouver ce sentiment, et voilà, quoi, la visita de l'équipe, voilà, l'aventure collective. Moi, ça, c'est ce qui Ouais. me fait vibrer, quoi. ouais. Et c'était cool. Donc, on a refait ça 2018. C'était une belle journée. Une belle journée. Du coup, fin de carrière de très haut niveau, en tout cas en 2017. Et de là, euh, je ne parlerai pas d'une reconversion, mais plutôt une évolution. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, un ancien statut, enfin, ancien sportif de haut niveau. Après, entraîneur, consultant. Et aussi, aujourd'hui, peut-être ta casquette de psychomote, dont tu vas nous en parler. Et on aimerait savoir en quoi ta culture judo qui est très fortement imprégnée en toi, elle peut, enfin voilà, elle va être projetée sur ces casquettes-là, notamment ton métier d'entraîneur et d'accompagnant que tu as pu avoir ou que tu continues aussi aujourd'hui, mais aussi dans ta pratique de psychomote en construction, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, voilà, le judo, il fait partie de ma vie, quoi. C'est un équilibre aussi. Je mets pas toute ma vie dans le judo. Je mets du judo dans ma vie. Aujourd'hui, je le vois comme ça. J'ai peut-être fait dans l'autre sens pendant longtemps. Et en gros, je me vois pas trop loin des tatamis non plus. Voilà, c'est toute mon histoire, donc ça c'est important. Maintenant, je pense que avec l'arrêt, le temps, le recul, justement, je vois un peu plus mes valeurs et ce que je suis venu chercher dans la performance.
Et je sais que c'est un temps d'une vie, mais le judo, c'est pour la vie. Je le ressens comme ça, parce que voilà, c'est toute mon éducation. Aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont hyper fortes. Je vois dans tous les endroits où je veux étudier ou travailler, et je m'y retrouve grâce aux valeurs du judo. Et un signe du destin, je voulais donc dans cette panique faire kiné, parce que c'était un peu. Voilà, moi j'étais un peu perdu dans les études, j'avais fait Sciences Po, je postule pour faire kiné en 2017 quand ça s'agite un peu, que ma carrière s'arrête un peu plus précocement que prévu. Et je suis pas pris, rendez-vous du destin, je suis pris en psychomotricité, c'était un vœu que j'avais pas au début. Et la psychomotricité, en fait, c'est le rendez-vous, quoi, c'est trop bien. C'est-à-dire, c'est l'étude du corps, de l'individu dans tout son mouvement corps-esprit. Et bingo, en fait, donc déjà c'est un métier paramédical, ça m'engage dans des études, dans un autre projet de vie, donc ça c'est top. Et en fait, tu te rends compte qu'on n'invente rien dans les deux domaines de discipline, dans les deux champs d'études que j'ai aujourd'hui, dans le judo comme dans la psychomotricité. Tu vois, dans la psychomotricité, on parle d'étudier l'individu pour pouvoir le soigner, mais selon sa cognition, donc son esprit, selon sa motricité, donc son corps en mouvement, selon ses relations. Et pour moi, ça c'est un triptyque qu'on retrouve assez semblable à mes yeux avec le corps-esprit technique du judo. Tu vois, le judoka il peut se lire ou progresser sur le plan corporel, sur le plan mental, sur le plan technique. Il y a un peu de tout ça. Alors, voilà, ça c'est des symboles auxquels je me raccroche, mais avec le temps, là, aujourd'hui, je pense pas qu'il faut trop conceptualiser. Moi, j'ai un peu une aversion, j'aime pas trop la théorie. Mais il y a des concepts qui m'ont échappé dans ma vie de combattant, qui aujourd'hui, quand je les regarde, des concepts d'arts martiaux, une forme de spiritualité, mais attention, pas d'ésotérisme, hein, mais qui aujourd'hui mettent du sens à la pratique. Quand je dis du sens, c'est le sens, qu'est-ce qui fait que le judo est une discipline et peut-être pas un sport? Qu'est-ce qui fait que c'est une prévention sur le plan de l'éducation de la santé? Qu'est-ce qui fait que c'est bon, les vertus humaines du petit de 4 ans jusqu'à celui qui a 90 ans? Voilà, t'as dit, tu continues encore. Bah ouais, aujourd'hui j'ai plus de but, j'ai plus de médaille à aller chercher, j'ai plus d'objectifs restreints dans le temps, voilà. Mais je veux toujours pratiquer en fait, pratiquer et enseigner. Parce que je suis convaincu que et mon équilibre et ses valeurs, elles sont bonnes pour plein de choses, notamment prévention de la santé, santé mentale. Voilà. Donc, je sais pas si t'attendais ça, enfin, qu'est-ce que j'en fais du judo, tu vois, je pense que cet art martial, il permet de se connaître, il est infini, tu sais que tu sais rien, c'est un truc de fou. Enfin, c'est pour ça que je m'entraîne encore, où je joue un peu, chahuté, bastonné, mais en ce moment c'est compliqué. J'ai la chance d'être enseignant, donc j'ai accès à des structures où il y a des athlètes. Mais j'ai rien à prouver, j'ai plus rien à gagner. Mais en fait, tu te rends compte vite que si ton mental il est trop allumé, que t'es pas dans la sensation, tu vas tomber. C'est l'heure de vérité un peu le randori. Tu sais aussi que tu vas chahuter et tu vas te faire du bien pour ton corps, pour ton esprit, pour tout ce que tu veux. Donc ça c'est en moi quoi. Enfin, je veux le garder. Et surtout, c'est mon art en fait. Tu vois, on parle d'art martial, qu'est-ce que c'est? On pourrait épiloguer pendant 1000 ans, mais pour moi, t'es artiste, t'es artisan de ta combativité, de ta martialité, et du coup, tu t'exprimes. Tu t'exprimes dans le mouvement avec l'autre. Tu crées un peu ta singularité, ta créativité. Tu te découvres et c'est sans fin. Et moi, c'est ce qui m'anime en fait quand je vais dans un dojo. Faire randori, c'est comment je vais trouver l'originalité, le moment, comment je vais me glisser, comment je vais jouer. Et ça, j'en ai besoin quoi. Et en ce moment, c'est bien contrasté, donc c'est pas très accessible de dojo. Ouais, donc ouais, il est en moi pour toujours le dojo. et tu as parlé de l'aspect mental, là, tu viens de l'évoquer. Je sais que chez toi, enfin nous on te connaît personnellement, c'est une qualité qui est importante chez toi, chez un combattant du moins. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un peu les qualités qui selon toi seraient importantes
à développer pour un judoka aussi bien à petit niveau hein, jusqu'à très haut niveau. Donc je sais que cet aspect mental-là te tient à cœur, mais est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que tu peux développer sur cette facette-là? Qu'est-ce qu'on entend par mental? Bon, L'aspect aujourd'hui, moi- psychologique dans son ensemble, hein, Oui, parce oui, que bien sûr, on je sait t'embête. que Non, tu mais aimes je ça. t'embête, Mais... mais je suis un métier où justement on n'est pas si scindé que ça. On n'est Mhm. pas si. Et on travaille le mental et on travaille le physique et tout en même temps. Mais Bien sûr. pour t'embêter un petit peu. Ouais, non, mais je sais. Mais c'est- les qualités du judoka, c'est ta question. Si on s'appelle la voie de l'adaptation, bah, la souplesse d'esprit, parce que ça va se traduire dans le corps forcément. Si on est, euh, si on est en lutte, en résistance, en besoin de vaincre, écrasement, quand on fait randori, c'est difficile de ressentir les besoins de son corps, les signaux que nous envoie l'autre. Donc de trouver la faille, donc de le faire tomber. Donc cette souplesse d'esprit et de corps, hein, ce qui va ensemble, voilà, j'invente rien, c'est la voie de la souplesse. Donc c'est bien beau de le dire. Comment elles se développent, ces qualités-là? Je pense que c'est dans une réappropriation des sensations corporelles. Parce que si je me sens bien, je suis mieux équilibré, je ressens aussi bien l'autre, ça c'est l'essentiel. Ça se fait pas tout seul le randori, ça se fait en sentant l'autre. C'est pas en forçant qu'on fera tomber. C'est pas en essayant de vaincre, même si c'est des fois le but du jeu. C'est de trouver cet instant, ce glissement, cet endroit où je suis là avant lui, où je crée les conditions, je l'ai provoqué, etc. Ça, c'est une souplesse pour moi. Ça, c'est une. Mm. Et ça, pour ressentir, je pense qu'il faut des qualités corporelles aussi, purement corporelles. Plus aujourd'hui, j'ai un petit regard grâce peut-être à la théorie, aux études, mais plus on est tendu corporellement, plus psychiquement on est tendu, moins on est à l'écoute des sensations de soi et de l'autre, moins on va être disponible, donc et vif, et prêt à saisir l'opportunité, parce que c'est que ça de saisir des opportunités. Donc je pense la souplesse dans toutes ces formes, quoi. Après on n'a peut-être pas été en résistance par rapport à ce que nous envoie l'autre. Mentalement et corporellement, essayer de s'assouplir un petit peu, ouais. Et ça demande aussi, c'est bien beau, c'est conceptuel, mais ça demande tout simplement de passer par le corps. Quand je prends en considération de mes appuis, du relâchement que j'ai besoin pour bien positionner mes segments corporels, bien préparer mon corps pour la pratique, psychiquement c'est différent. Et là, il y a progression, efficacité, c'est le but, et plaisir, je pense. Bien sûr. Parce que quand on est détendu, on kiffe, je pense. C'est encore mieux. Ouais. Mm. Ouais, et du coup, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Si tu devais faire un lien maintenant un peu avec le recul, par rapport à ce que toi, tu as côtoyé sur le tapis, et notamment le tapis à l'INSEP, pendant ces années de haut niveau, quel écart tu vois par rapport à ce que... Alors, je sais pas si je vais dire l'école française, mais ce que nous, on a l'habitude de faire sur le tapis, comment toi, maintenant, avec le recul, avec les études de perçois. psychomote, comment tu perçois les choses? Et bien sûr, ça reste ta vision des choses. Comment tu ferais si on devait faire un petit peu différemment selon toi, avec tout ce que tu nous as dit? Ben, déjà, peut-être s'approprier son entraînement, peut-être faire un peu plus pour soi que pour. Moi, ça m'a fait beaucoup défaut, hein, que pour le regard de l'entraîneur ou ce qu'on Mhm. attend de moi. Alors ça, je fais juste un petit point vite fait, je te coupe, mais est-ce que tu penses pas le fait que l'entraîneur soit aussi sélectionneur, ça influe sur ce que tu donnes toi à l'entraînement? Bon, bah, clairement, hein, clairement c'est pour ça aussi je remets un petit peu la place du club. Il faut qu'il ait cet espace de transition, en fait, l'athlète. Parce que oui, si tu es entraîné avec les sélectionneurs, c'est comme travailler avec ton boss, quoi. En fait, c'est lui qui te paye, donc tu peux pas trop dire grand-chose. Mm. Il a le droit de vie ou de mort sur ta carrière, le sélectionneur. Donc, si tu fais pour lui et que, bah, en fait, t'as pas ta capacité à t'individualiser ou t'affirmer dans tes besoins, t'as pas ta capacité à. Tu peux pas la ramener, c'est ce qu'on a vu en première partie, quoi. Je vais pas la ramener sur mes douleurs, sur mes besoins d'aller faire de l'haltéro ou machin, alors que les autres vont faire cardio. Tu peux pas, en fait. Tu coupes pas la main qui te nourrit, quoi. Donc,
Donc, après, aujourd'hui, voilà, je pense que si on développe, si on arrive à avoir une meilleure communication, c'est des deux parties qui sont responsables. C'est jamais à nous entraîner d'avoir une meilleure communication sur l'affirmation de ses besoins du moment, de sa méthodologie d'entraînement, de ses objectifs, etc. À nous, parce que je me mets dans les deux côtés, à nous entraîneurs, coach, ce qu'on veut, d'écouter, avoir un projet un peu plus pensé, réfléchi, faire comprendre, et là ça peut faire beau ésotérique, mais à la personne que malgré l'engagement, c'est pas sa vie qui est en jeu. Et il sera toujours une belle personne, ceux qui perdent au premier tour et qui ça pourrait, si on met moins la culture du résultat et l'enjeu que représentent les médailles, les compétitions, on aura peut-être des individus un peu plus libérés, donc créatifs, donc souples d'esprit et de corps, donc engagés, donc motivés. Et peut-être performants de fait, sans forcément peut-être. prendre la tête. La performance, c'est la cerise sur le gâteau. S'il y a un bon terreau, il y a l'arbre et il y a le fruit. C'est sûr. Mais donc je pense que dégager un peu la pression, c'est aussi le besoin des clubs, c'est pas un hasard, pour avoir une autre relation, un autre espace. Je pense aussi que faut peut-être pas faire comme pas trop se comparer. Je pense qu'on perd beaucoup d'énergie, normal, parce que le doute, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je dois la ramener si j'ai pas tant de résultats? Peut-être que si je me compare moins et que j'évalue un peu plus ce qui me correspond, ce qui va me donner de la motivation, ce qui va me donner de l'élan pour aller en avant, peut-être que ça devient un peu plus fun d'un coup, quoi. Ouais. Si toi aujourd'hui, tu avais le pouvoir de changer une seule chose, c'est une question compliquée, de changer une seule chose dans le judo d'aujourd'hui, mais peu importe, à n'importe quel niveau, aussi bien à très haut niveau que peut-être dans ce qui se fait dans les clubs. Si tu avais ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Redéfinir le randori. Ouais. Je pense que le randori, c'est un rendez-vous avec pas mal de choses, nos attentes par rapport au combat. Chacun a besoin de ce qu'il a besoin dans le combat. Il a besoin de montrer qu'il est plus fort que l'autre, il a besoin de montrer qu'il a la plus belle technique, il a besoin de montrer qu'il est plus physique que l'autre, il a besoin de montrer... On a tous des besoins différents, ça faut pas les juger. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai un peu mal au cœur de tout ce pan de judoka qui arrête à 20 ans, 25 ans, si ce n'est plus tôt, pour jamais reprendre, ou plus tard après se trouver d'autres pratiques, et tant mieux pour eux. Et c'est là où le JJB est arrivé, et c'est tant mieux, parce qu'il y a une approche différente, une approche beaucoup plus ludique. Alors ça dépend de qui on parle. C'est quelqu'un qui s'entraîne et qui va être champion olympique, bien sûr qu'il a intérêt à avoir de l'engagement, etc. Et il a peut-être pas le temps de faire joujou, moi je pense que si. Mais en tout cas, je pense que randori, ça veut pas dire gagner tous les randori. Ça s'appelle du chiai, ça s'appelle mettre un carré, un arbitre et un chrono. Okay. Donc si on remet le randori au cœur de la pratique, ça veut dire avoir un thème, ça veut dire personnel, avoir un terme pour les deux, donc c'est celui qui dirige le tapis, l'enseignant, l'entraîneur. Accepter que tomber en fait, c'est fun, l'autre il m'a renvoyé dans une faille, c'est à moi de faire mieux la prochaine fois. Mortel, je progresse. Et que je le prends pas pour moi, pour mon ego, ça c'est une autre histoire. Et là je suis en progression, je suis en projet, si j'ai déterminé qu'en ce moment, c'est poser des hashiwaza, des balayages. J'organise mon énergie dans cette direction, je monte en compétences, pour moi c'est du plaisir. Je prends des initiatives, je prends des risques, dans une direction. Et si je tombe, c'est pas grave. On se le disait, ouais, l'important c'est de compter le nombre de fois on a fait tomber qu'on est tombé. Mais on va pas se mentir. Les valeurs, c'est putain, il m'a fait tomber, la prochaine fois comment je vais faire, etc. Sauf que la prochaine fois, ce sera dans d'autres circonstances. Et que si tu te mets en circonstance et en stress mécanique, physiologique, psychologique de chiaï toute l'année, déjà tu tues le fun, tu tues le plaisir. Et en plus. T'exploses rapidement. Ouais, tu te fais du mal. Et je pense qu'on l'a tous fait. On se fait vite attraper par ce besoin de résultat à chaque entraînement. On joue notre life à chaque entraînement. Ça, à long terme, ça coûte parce que ça permet pas d'être créatif, de prendre des initiatives et de kiffer son entraînement et sa progression. Et c'est pas que du plaisir, attention. Il y a aussi la dureté, il y a aussi de tenir un objectif,
il y a ça, hein, comme dans tout phénomène d'apprentissage, il y a des trucs un peu ingrats. Mais là, on joue notre vie à chaque randonnée, à l'INSEP, à l'IGI, dans les clubs. Moi, ça me fait mal au cœur, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel niveau. Il y a retenir sa chute à chaque fois. Je pense qu'il y a redéfinir un peu le randonnée. Mettre un petit contrat avec le mec, tu veux faire quoi? Maçon, tu veux mettre un thème. C'est un peu à tout le monde hein, de s'engager là-dedans. Les deux participants du randonnée, l'entraîneur, l'enseignant. Ouais, le randonnée n'est pas la baston, quoi, n'est pas le chiaille. C'est, je pense pas qu'on puisse monter en compétence. Par contre, le jour du chiaille, là, on a des conditions différentes. Là, on monte tous les curseurs. Et là, on a le droit à de la résistance, à de l'agressivité, à ce qu'on veut. Mais quand il y en a trop au quotidien, non, ça tue le plaisir. Ça va être de temps en temps. Ça va être des thèmes de travail. D'accord. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je fais un lien aussi un peu avec ce que Loïc nous a dit. Et du coup, par rapport à la quantité. Est-ce que tu es un peu sur la même ligne que lui en disant que nous en France, parce qu'on va prendre de ce qu'on sait, hein, est-ce que tu es aussi d'accord que Loïc en disant on a tendance à en faire trop? Oui. Bah, clairement, et tout perfectionniste anxieux que je suis, c'est le meilleur moyen de se rassurer. Quand tu es stressé pour une compétence, pour un besoin de résultat, tu réduis l'incertitude, tu contrôles ton environnement, tu contrôles ta façon de faire, d'entraîner. Okay, donc pour te rassurer et te retourner en disant je l'ai fait, tu mets du volume. Et des volumes qui ne sont pas raisonnables. Aussi bien pour l'état de forme, dans sa temporalité, et ça c'est toute la dynamique aussi de chacun sa temporalité, chacun ses cycles, chacun ses progressions, mais à un moment donné on est quand même entre 10, 20, 100 sur le tapis, que ce soit du club aux structures. Tout le monde on peut pas adapter la temporalité à tout le monde et les volumes. Mais dans un 6 fois 5 minutes, 8, 10, 20, 30, dedans on peut mettre un thème. C'est-à-dire que si on fait tout à fond, je suis convaincu, tout à fond, tout le temps, la culture que nous on a connue, en no pain no gain, t'écoutes pas tout à fond, ça ne marche pas. Ça a peut-être marché, mais ça ne marche plus. C'est pas possible. Pour toutes les raisons, sur la motivation, sur la physiologie, pour toutes ces raisons-là, c'est pas possible. Et je sais que toi, tu es allé au Japon, comme nous, on y est allé. Est-ce que tu n'as pas trouvé ça marrant quand tu vas au Japon, que tu fais 3 heures d'entraînement le matin, judo, 3 heures d'entraînement le matin, l'après-midi, judo, que tu fasses 3 heures avec énormément de randonnées, tu es moins fatigué en faisant peut-être 2 séances de 3 heures que quand tu fais 1h30 le matin à une set? Bah, c'est peut-être parce qu'on accepte la chute. Et pourtant, c'est dur. C'est super dur. C'est dur. C'est super dur. Moi, j'ai des souvenirs de 30 fois 5 minutes. Je pensais pas que c'était faisable. Mais c'est une autre culture. Il faut pas toujours. Enfin, voilà, on a une culture d'entraînement, on peut pas tout changer. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as pas la même intention. De cette intention de je dois jouer ma life et montrer ma valeur au quotidien, forcément, tu as un stress et une agressivité qui est entretenue et qui tue tout ce que je viens de t'expliquer. Quand tu mets un 30x5, c'est tout de suite pas possible. Mais comme c'est une culture et que c'est fréquent, ils ont compris cette différence d'intention. Tu les vois faire un 30x5 et après au combat par équipe, je sais pas, du lycée de tannerie ou de machin, comme on a pu voir, mais tu vois bien que c'est pas les mêmes mecs. Tu vois bien que c'était judoka et d'un seul coup ça devient samouraï. Mais ça, cette altérité, ce contraste, Elle s'entraîne. et ça s'entraîne. Je ne suis pas le même dans le carré du combat, dans les conditions de la compétition, histoire de rejouer un petit peu les conditions de guerre, hein, c'est ça le sport. Hein. Si on rejoue des conditions de guerre, un phénomène de guerre, voilà, c'est pas la même chose au quotidien. Enfin, voilà, Ce qui m'avait, c'est bien ce que tu dis, parce que ce qui m'avait choqué, c'était la recherche de l'efficacité pendant l'entraînement. C'est beaucoup moins verrouillé, c'est beaucoup plus ouvert. Alors ça dépend. Hein, il y a aussi un fantasme. Enfin, t'as vu. Oui. Bah, après quand toi t'arrives en bon français au Japon, tu. Non, mais c'est une horreur. Tu te fais défoncer par des ceintures blanches, tu comprends pas. Ouais. T'es là, moi j'étais non, incroyable. Tu
peux péter plus haut de ton cul à te dire je suis dans les 3, 4, 5 meilleurs français, champion de France, machin, tu te fais ouvrir par des gamins de 15 ans, et tu retournes et t'en prends 10, tu te dis je ne sais rien. Et c'est magnifique. Et c'est ça qui est beau. Et lui, il n'a jamais fait de compète de sa vie. Et il en fera peut-être Il en même fera pas jamais. parce qu'il en fait en sport universitaire comme ça. Et... Sauf que lui, il est sur la sensation. Voilà. Et lui, il est dans. Attends, je sais quand je déclenche. Je connais les conditions. Alors après, voilà, les modèles, les opposés, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ont grandi en faisant des marchés canards, à faire des échicomis, machin. On peut les fantasmer, on n'est pas eux. Point barre. Ça, moi, je me retiens. Enfin, je dis attention, on n'est pas des Japs. Hein. Non, On non, n'a pas justement, la c'était culture. pour faire un parallèle par rapport à la quantité et à l'intensité. Comme tu disais, tout à fond, tout le temps, Ah comme non. nous on a connu, Bien sûr. à un moment donné, tu pètes. Tu Tu perds pètes le- psychologiquement ou à un moment donné physiquement et c'était... Tu perds le désir de t'entraîner. Il faut aussi des moments où il y a du volume, je pense. C'est parce qu'il y a du volume qu'on Faux. vient vérifier si on est dans le vrai et qu'on dépose le mental. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir des objectifs partout, des thématiques partout, conceptualiser tout, contrôler tout. Non. Il faut aussi du volume pour ressentir, pour voir si on est dans le vrai, pas trop réfléchir. Mais le truc, c'est que là, nous, on a connu quand même volume et intensité tout le temps. Ah bah non, c'est pas possible. Et juste pour finir sur ce point-là, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'étais en club avec Hugo Legrand. Et Hugo, de l'extérieur, les gens qui voyaient un peu faire, ils disaient non mais lui, il est en vacances sur le tapis, tu l'as vu toi aussi. Des fois tu te disais, Et pourtant, ça marche. et pourtant ça marche. Et moi, j'étais toujours dans le truc de quantité, machin, tout ça. Et je lui ai posé la question une fois, et c'est vrai il disait, mais moi, la quantité, les gens ont tendance à oublier, ils pensent que je suis certes un talentueux du judo, etc. Ils ont tendance à oublier que quand j'étais jeune, je l'ai mangé la quantité. J'ai fait mes stages d'été où je me fais casser en deux pendant 2 semaines. J'ai fait mes stages au Japon d'un mois. La quantité, je l'ai fait. Je fais un petit rappel en début d'année. Et après, bah, il avait trouvé son mode de fonctionnement comme ça. Et Loïc, un petit peu, dans son podcast, nous explique ça aussi, tu vois. Dire que la quantité, eh ben, il faut en faire. Certes, quand tu es jeune, c'est encore plus intéressant. Mais il y a un moment donné, tu peux pas en faire que ça tout le temps. Qu'est-ce que tu fais dans une vie d'homme? Tu te cherches. Tu te cherches à l'adolescence, encore plus toute la vie, mais il y a un moment donné, tu te découvres dans l'expérience. Donc il faut faire du volume, il faut multiplier les expériences, je sais pas, académiques, travail, amitié, etc. Pour savoir un peu ce qui te correspond. Donc il y a un moment donné, il ne faut pas se mentir, il faut aussi faire du volume pour découvrir sa technicité, ses limites, etc. À un moment donné aussi, il faut savoir temporaliser. Des moments, c'est fait pour ça, du volume, des moments, c'est fait pour monter en compétences techniques, segmenter le temps, quoi. Segmenter le temps, donner un rythme à son entraînement, ça c'est clair. Moi, j'étais beaucoup inspiré par mes modèles, c'était quand même Loïc, Hugo, Teddy, parce que voilà, ils sont à 3-4 années devant toi, tu te projettes. Et c'est pas ceux qui en faisaient le plus. Mais C'est ceux ça, qui se connaissaient le mieux par contre. Ouais, voilà, il y a un moment donné, après là on est dans une dynamique et de performance et de haut niveau, mais ça va pour celui aussi dans son club qui le jeudi soir avec les copains Bien sûr. vient chercher autre chose peut-être. Mais à un moment donné, tu te connais quoi. Quand tu te prends le temps de savoir ce que tu as besoin dans ce cycle, dans ce moment, bah, tu mets de l'énergie quoi. Et tu vas pas à l'usine quoi. Mm. Ça, c'est clair. C'est différent. Et là, tu nous citais un peu des personnes que tu prenais pour exemple. Est-ce que si tu avais une personne, ou allez, plusieurs, on va maxi 3 personnes, qui t'auraient marqué dans tout ton parcours, aussi bien de sportif, de judoka de haut niveau qu'enseignant, ce serait lesquels? Bah, il y a mon premier prof, Mohamed Wali, qui est on va dire, vraiment le bras droit de mon père, moi, c'est vraiment l'éducateur. Pour moi, le prof de judo. C'est aujourd'hui 6e dan, maître des écoles. C'est ce dévouement, cet engagement pour la cité, pour pas la cité la Tess, hein, mais la cité dans le sens nous tous, quoi, la ville, l'engagement de ce rôle éducateur, le maintien du cadre éducationnel que représente le judo, qui vient complémenter, pas remplacer, des fois peut-être, mais les carences de l'école, de la famille, de tout ça, ils sont garants d'un cadre. Et ça, les profs de judo, quand ils font bien le taf, moi mon exemple c'est Mohamed, c'est mon premier prof avec mon père.
J'étais assez fasciné par cet engagement de, voilà, qu'est-ce que la posture du judoka dans le dojo, mais au quotidien, quoi. Mm. T'avais pas le droit à l'erreur, ils tournaient avec les bagnoles, on se faisait. Enfin voilà, c'était des éducateurs de la cité, quoi. Voilà, ça c'est un rôle modèle, c'est quelqu'un qui m'a marqué, au mot. Hein. Et puis même techniquement, laisse tomber, je pense encore, il me découpe encore au nez au hasard, incroyable, voilà. En Pas facile grandissant. pourtant. Hein? Je dis pas facile pourtant. Prof. Go Tsunoda, je pense aussi. En grandissant, en faisant pas mal de stages, j'ai pas mal bougé avec mon club, faire des stages, voilà, pour découvrir d'autres professeurs, etc. Notamment dans ces années là, de formation intense, je te disais tout à l'heure de Benjamin Akadé. Je pense à Go Tsunoda, c'est un formateur qui m'a marqué, qui m'a donné des mouvements forts. Dans cette même période aussi, Guillaume Faure et Didier Charles. Là, c'est deux personnes, pareil, des gens assez amoureux du geste, du judo, dans sa sensation, dans la recherche d'efficacité, d'efficience. C'est des gens qui ne s'arrêtent jamais de ressentir, de se former, de réfléchir sur le geste. Moi, ça m'a beaucoup marqué, Guigui et Didier Charles. Et bien sûr, moi, mon dernier grand formateur, mentor, c'est quand même Darcel. Darcel rencontre en 2013 avec toute sa personnalité, son énergie, sa vista, avec toute sa technicité, son expertise du mouvement. Moi, c'est une grande rencontre dans mon chemin d'athlète et d'homme. Et aujourd'hui, il a des enseignements que je développe encore. C'est quand même lui qui a ramené la musique sur le tapis d'INSEP. Déjà, il nous a ramené de la vie, c'est il nous clair. a ramené du fun. Il sait pas que ça, mais ça nous a fait du bien. Il nous a ramené des compétences motrices moi, que je continue à reprendre et développer. Qu'aujourd'hui, je vois j'en fais encore plus sens dans l'étude du mouvement, en psychomotricité. Moi, je pars beaucoup sur l'étude du rythme du geste, que ce soit pour apprendre le geste comme pour le corriger, voire soigner quelqu'un. Et là, Darcel, avec Guy Delvin, ils avaient ramené ça, le rythme du geste, la musique, la temporalité du geste. Ça, moi, c'est aujourd'hui un appui, mon laboratoire. Tu disais, c'est ce que je découvre ici. Voilà, c'est le judo dansé, le judo un peu plus. Moi, ça m'a marqué, ça me correspondait en tout cas. C'est l'amour du geste fluide, la perfection. Ce plan, voilà, ça m'a. Darcel, il m'inspire et ça devient un mentor. Voilà. Trop bien, trop bien. Du coup, on va juste avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous citer peut-être un moment flop sur tout ton parcours de judoka, un moment top? Pas facile. Ça pourrait être aussi quelque chose qui sort hors. Ouais, après s'il n'y a pas de moment du flop. judo, hein. Ouais, carrément dans ta vie, dans ton parcours Non, ce qui qui a forcément été est guidé un par le flop judo. qui est génial, que j'ai envie de partager, c'est quand j'ai loupé mon BE, mon brevet d'état d'enseignant. Il y a quelques années, j'aime bien en parler parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être. On m'attribue une casquette d'une pédagogie différente. Oui, je mets des choses un peu innovantes sur le rythme du geste, sur la perception, une pédagogie tournée vers là, sur la perception du geste. Et je m'éclate là-dedans. Et des fois, dans les stages où j'ai des louanges de « Oh, t'es un super pédagogue et tout », mais moi je leur dis « Mais ok, merci, mais si vous saviez, enfin, moi j'ai loupé mon BE sur la pédagogie, quoi. » Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que moi, ça me fait trop rire. Et je vais te dire comment. J'arrive justement avec ces codes et cette école, peut-être Marnaval, c'était trop traditionnel. Aujourd'hui, là, j'ai basculé dans l'innovation, mais je sais toujours d'où vient le judo, d'où je l'ai appris. Et en gros, en 2017, je passe mon BE et il fallait donner une séance à une quarantaine de benjamins que je ne connaissais pas assez bien. Et j'arrive, qu'est-ce que je fais? Moi, classique, copier-coller de la méthode de mon père, Taïso. Allez, je fais un petit Taïso, qui aujourd'hui, j'en suis convaincu de ses vertus, du Taïso. De prendre un moment pour se ressentir, de se mettre un peu à l'abri de l'agitation, se mobiliser, respirer et partir sur un apprentissage, des jeux, etc. Sauf que là, dis-moi pas que les gamins, ils n'avaient pas l'habitude de ça. Et je suis arrivé avec un message pédagogique pas du tout adapté à la population. Ouais. Et je les ai perdus en 2 secondes. J'ai perdu l'attention, ça a été n'importe quoi.
Et voilà, et aujourd'hui avec du recul, je sais pourquoi. Ouais. Je sais un peu plus pourquoi, parce que le message n'était pas du tout approprié, parce qu'une fois de plus, d'un club à un autre, chacun son message, chacun ses conditionnements, la population est différente, point bas, et qu'il n'y a pas l'approche aussi traditionnelle Japon partout. Ouais. Quoi. Moi, c'était comme ça que j'ai appris le judo, et c'est bien, c'était une belle claque en fait. Et ça m'a permis en fait de me dire pourquoi, comment, alors ta fierté qui ça, tu vois, qui en prend un coup. Ah merde, je suis quand même fils de prof, j'ai fait des cours de judo avec mon père toute ma jeunesse. Et du coup, ça a permis de comprendre que non, bah, les enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin. Il faut aussi toute cette culture de l'attention, les maintenir en jeu, mais en même temps les faire progresser sur des trucs où des fois ils ont un peu ingrat aussi. Donc ça m'a mis une bonne claque et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Je me rappelle souvent quoi. Ça me fait rigoler quand on me fait des louanges sur la pédagogie. Je suis là, bah ouais, mais j'ai pas eu le diplôme. Ouais, J'avais été recalé quoi. En tout cas. Voilà. trop bien. Euh, Et peut-être du coup un moment top parmi tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as pu vivre en tant que judoka aussi. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est sur un championnat par équipe en 2011. J'étais encore junior, mais justement toute cette fraternité, toutes ces deux, trois générations, génération de mon frère, la mienne avec Marnaval, où on avait un groupe assez costaud et on était, je crois, même pas qualifié. Je sais plus comment on est repêché. On va faire les France première div par équipe. Ouais, si un jour on gagne un premier tour, qu'on reste en première div, c'est Alléluia. Et dis-moi pas on fait cinquième en fait. On fait de tour en tour avec voilà, mon frère Mathias, Clément Legout, je sais plus, Gérald, tout ça. Enfin, c'est toute une bande de copains. Le petit club du quartier de Saint-Dizier, et on avait tous, bon, il y avait Mathias, la pièce rapportée, on va dire, de Reims. Et on avait fait une journée extraordinaire de combat en combat pour aller sortir des équipes comme Maison, comme Sucy, comme tout ça à l'époque. Enfin, c'était improbable. Quoi. C'est vrai. Et c'était ce côté insouciant, fun, camarade, poteau, que j'y tiens. Et ça s'est rejoint un peu avec Sucy quelques années après. Quoi. Mm. Voilà, ça c'est les C'est tops. ce qu'on retiendra. Ces expériences-là, elles m'ont marqué. Ouais. Bon bah cool. En tout cas, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose qu'on n'aurait pas abordé pendant pendant ce petit entretien, quelque chose que tu voudrais dire ou juste une phrase pour terminer? Euh, on en a dit beaucoup. Non, je pense que la période là, à l'abri de nos compètes, à l'abri de pas mal de sollicitations du calendrier, des compétitions, voilà, nous permet de peut-être nous regarder de ce que finalement on vient chercher dans le judo. Parce que là, on n'a pas beaucoup de récompenses, il n'y a pas de photo de podium, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas d'Instagram en ce moment pour se dire, bah, pour récompenser son travail en tout cas, je parle aux compétiteurs. Donc je sais que c'est pas facile, mais ça vient peut-être remettre l'église au milieu du village, tu vois, genre qu'est-ce que finalement le judo je viens chercher dedans, qu'est-ce qui m'apporte, parce qu'on n'a pas toutes ces récompenses, cette dopamine de tout ce que je viens de te dire. Donc qu'est-ce qui nous reste en fait? Qu'est-ce qui nous reste dans le judo si on n'a pas les médailles et tout? Pour les compétiteurs, bien que ce soit dur en ce moment, je pense qu'il faut remettre un petit peu de jeu, parce que ça doit être un jeu. Je sais ô combien j'ai oublié ça et ça m'a coûté, corporellement, psychiquement. Donc voilà, je pense qu'on est des grands enfants qui s'ignorent. Il faut cultiver ça pour kiffer et progresser et toujours apprendre quoi. Ça, je pense que voilà, peut-être pas, tu vois, notre entraîneur Stéphane il disait concentrez-vous sur beaucoup d'instants nos progressions. Concentrez-vous sur la méthode et pas sur le résultat. C'est un, c'est un beau mantra. Je pense pas toujours le résultat, il en faut un peu aussi. Mais là, sur la méthode, en ce moment, on n'est que dans la méthode, puisqu'il n'y a aucun résultat généré depuis un long moment. Donc, si ma méthode, c'est de prendre des initiatives, de jouer, etc., je pense que c'est plus vertueux et on est là pour kiffer quand même au judo, je pense, et se faire des poteaux. Nickel. Bah écoute Arthur, merci beaucoup. Merci merci. Alex. Merci à vous. C'était bien cool. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je suis persuadé que le message va toucher pas mal de monde Ouais. et intéressera beaucoup de gens. Donc écoute, c'est cool. Merci à toi en tout cas. Bah cool, et bravo pour votre initiative. Moi j'aime bien vous écouter là, donc vivement la suite. Trop Yes. bien.
Ciao tout le monde et puis merci encore à toi Arthur. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur Instagram et à nous soumettre vos idées. À très vite.